Emmanuel Macron, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir répondre à nos questions. Et la première, évidemment, elle concerne l'actualité et la polémique du jour. Est-ce qu'il fallait autoriser la venue du ministre turc pour un meeting politique sur le sol français? Il fallait une position européenne commune. Je condamne les dérives du gouvernement turc, les insultes qui ont été proférées à l'égard, en effet, de plusieurs pays européens. Et en la matière, il faut se coordonner, il faut une position unique et il ne faut aucune complaisance avec ces dérives. Mais ça veut dire qu'il fallait la construire et que je regrette pour ma part il fallait interdire la carte qui l'a montré. Ça veut dire qu'il fallait que les gouvernements qui se sont vus il y a quelques jours, les gouvernements européens, en discutent et arrêtent une position commune. Dans l'absence de cette position, la France était dans son bon Pour ma droit. part, j'aurais souhaité que de manière commune, compte tenu de ce qui avait été dit, l'Union européenne décide partout d'interdire ce genre de rassemblement. Alors, on va revenir sur vous et sur votre campagne. Vous avez concentré ces derniers jours de nombreuses attaques, notamment avec cette caricature sur le site des Républicains. François Fillon l'a condamné. Est-ce que cette affaire est derrière vous? Cette affaire, après de nombreuses autres, quand on commence à faire siffler la justice, les médias, les autres candidats dans ces meetings, à ranimer ce qu'il y a de plus agressif ou excessif dans la foule ou chez ses propres supporters, on s'expose à ce genre de dérive. Donc François Fillon est responsable quelque part d'avoir libéré ce genre de parole, même s'il ne le cautionne pas. Cette caricature, ce qui s'est passé, vient d'un site officiel et d'une personne qui est impliquée dans cette campagne. Vous savez, ça fait des semaines qu'on parle d'autre chose que de la vie de nos concitoyens. Des caricatures, des polémiques, il y en a eu d'ailleurs d'autres ces derniers jours, des affaires. Tout cela, je pense que nos concitoyens en ont assez. Parce que nous vivons un moment important où il faut parler du quotidien, de l'avenir du pays. Et la période que nous vivons est d'une extrême gravité. Alors il y a une critique quand même qui revient assez souvent. Et vous savez, je me permets juste de terminer. La gravité de la période que nous vivons, elle nous confère à tous et toutes des devoirs. Et moi, je veux m'en tenir à ces devoirs. Alors, je ne sais pas si c'est lié à ce que vous venez de dire, mais c'est vrai que dans vos derniers meetings, on a clairement vu que vous identifiez Marine Le Pen comme votre principal adversaire. D'ailleurs, c'est réciproque. Ces derniers jours, vous êtes devenu quasiment l'obsession des membres du Front National. Est-ce que ça veut dire qu'à vos yeux, le match se joue maintenant entre vous deux? J'ai peur d'être l'obsession de beaucoup de gens. Quand je regarde la chronique que vous venez de faire de la campagne, il en est ainsi. Puisque nous sommes un mouvement de renouvellement profond. Et en effet, il y a quelques mois, beaucoup ne pensaient pas qu'aujourd'hui, nous pourrions être à ce niveau. Oui, évidemment, aujourd'hui, le pays a le choix d'aller vers l'extrême droite, qui propose le repli, qui propose la sortie de l'Europe, de la zone euro, l'appauvrissement de celles et ceux qui nous écoutent, de nos classes moyennes et populaires. Parce que quand on sortira de l'euro, qu'on baissera en effet le niveau de votre épargne, de vos salaires, eh bien, les premières victimes en seront nos concitoyens, en particulier les plus modestes, parce que ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui produisent, par exemple, qui sont dans l'agriculture, ils exportent. Quand on est dans le lait, dans l'ouest de la France, à 40%. J'étais près de la vallée de la Durance il y a quelque temps, où on produit des pommes. Elles s'exportent pour plus de la moitié en Europe ou dans le Maghreb. Eh bien, tout ça, le jour où Marine Le Pen met en œuvre son programme, c'est terminé. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes le meilleur rempart face à Marine Le Pen? Parce que de manière claire, ce que je propose, cette offre progressiste, elle consiste à réformer le pays, à le transformer avec nos concitoyens selon des méthodes profondément nouvelles, à rendre nos entreprises, nos entrepreneurs plus libres, en même temps à être plus solidaires, à retrouver une vraie fierté, mais de le faire dans un monde ouvert, en étant exigeant à l'égard de l'Europe, en portant un vrai projet européen. Pas l'Europe qui dysfonctionne, l'Europe qui protège. Et donc oui, face à l'extrême droite, il y a un projet clair de réforme, fidèle à nos valeurs, et qui souhaite marier la justice et l'efficacité. Alors justement, on va parler de ces réformes et notamment d'une proposition qui concerne tout le monde et dont on a finalement assez peu parlé. Votre réforme des retraites prévoit un changement de philosophie radical. Vous prenez un système dit universel et donc une égalité entre le public et le privé. On en reparle avec vous après avoir écouté ces explications de Mathieu Poissonnet. Oubliez tout ce que vous savez sur les retraites. Le candidat Emmanuel Macron a promis de faire table rase du passé. Actuellement, avant d'atteindre la retraite, les travailleurs français cotisent toute leur vie.
Les salariés du public partent en moyenne à 58 ans, ceux du privé à 62. La retraite, dans le privé, est calculée sur les 25 meilleures années, seulement sur les 6 derniers mois pour les fonctionnaires. À cela s'ajoute une multitude de régimes spéciaux. Demain, si Emmanuel Macron est élu et qu'il tient ses promesses, tout le monde sera logé à la même enseigne. Concrètement, chaque mois, les travailleurs cotiseront des points euros. Avec ce système, plus ils cotisent de points, plus leur retraite est élevée. Et le barème de calcul est le même pour tous. Ce serait une révolution pour notre système actuel. Et comme toute révolution, il y aurait des gagnants et des perdants. Alors pour rassurer, le candidat promet que l'âge légal de la retraite sera maintenu à 62 ans et que la réforme ne sera pas appliquée avant 2022. La Suède a mis plus de 10 ans pour adopter un système assez similaire. Quand vous proposez de supprimer tous les régimes spéciaux, ça veut dire aussi ceux de la SNCF et d'EDF? Ça veut dire qu'on va faire converger en effet tous les régimes spéciaux, les différences qui existent, vers un régime unique, vers un même système plus juste et plus transparent. Alors, beaucoup s'y sont déjà cassés les dents. Comment vous comptez faire pour ne pas avoir éventuellement des semaines de grève? Parce qu'ils n'ont pas procédé de la sorte. D'abord, je l'assume. Peu l'ont porté dans un débat présidentiel. Je l'assume, je dis dès le début quel est l'objectif. Mon objectif, ça n'est pas de faire aujourd'hui des économies sur le dos des retraités ou de ceux qui vont partir en retraite. Il y a d'autres projets dans cette campagne, celui de certains de mes concurrents, qui proposent de décaler l'âge de départ à la retraite. Je pense que ça n'est pas la priorité parce qu'aujourd'hui, plusieurs réformes ont été faites dans les années passées. Ce réforme, il est à court terme viable. Donc je ne modifie pas l'âge de départ à la retraite durant le quinquennat. Je ne modifie pas non plus les règles, et pour les retraités, et pour nos concitoyens qui sont à 5 ans du départ à la retraite. Mais progressivement, je mets en place un système beaucoup plus juste et transparent, où chaque euro cotisé donne lieu au même droit. Ce qui veut dire que vous êtes journaliste, vous êtes fonctionnaire, vous êtes commerçant, artisan, vous êtes agriculteur, vous êtes ouvrier. Eh bien, 1 euro cotisé donne lieu au même droit. Je garde le système de retraite par répartition, et donc celles et ceux qui travaillent financent la retraite des retraités, mais c'est beaucoup plus juste et transparent, parce que votre reportage l'a très bien montré. La maladie de notre système aujourd'hui, c'est qu'il est injuste. Les règles sont très différentes selon vos secteurs, selon vos statuts, et selon que vous êtes dans la fonction publique ou dans le secteur privé, vous n'avez pas du tout les mêmes règles. Il est peu transparent et il fait qu'aujourd'hui, nos jeunes pensent pour une large majorité qu'ils n'auront pas de retraite. Et donc il faut que notre système soit plus juste, plus efficace, que vous puissiez à tout moment reconstituer beaucoup plus simplement votre carrière. C'est ce que permettra cette réforme, qui est une réforme d'ensemble, en effet très ambitieuse. Je la ferai d'abord négocier au début du quinquennat, sur la base des travaux qui aujourd'hui sont faits. Ensuite, on commencera à la mettre en œuvre pour les plus jeunes, donc il n'y aura pas de perdants. C'est que tout le monde va progressivement rentrer dans ce système et acquérir de nouveaux droits. Mais si j'ai bien compris, quand on cotise 400, on récupérera 400 sur le nombre d'années pendant lesquelles on touchera les retraites. Comment vous pouvez assurer 20 ou 30 ans après le maintien du pouvoir d'achat s'il y a inflation, par exemple? Ça, c'est le principe même du système. C'est la principale critique de vos opposants, Mais d'ailleurs. ça, c'est le principe même du système de retraite par répartition, celui dans lequel nous vivons d'ores et déjà aujourd'hui. Vous le faites en modifiant de manière dynamique vos critères de cotisation et puis le sujet de l'âge. Vous le faites si dans 20-30 ans ça change, comme d'ailleurs nous l'avons vu avec l'impact de ce qu'on appelle le baby-boom. Pourquoi on a eu depuis 20 ans des réformes successives? Parce que d'un seul coup, vous avez eu beaucoup plus de personnes qui sont arrivées à la retraite alors que vous aviez de moins en moins d'actifs. Ben ça, ce sont des réformes qui viennent dans le temps. Mais ce qui aujourd'hui ne marche pas dans notre système, c'est que nous avons des régimes très différents selon votre situation. Il est très injuste pour celles et ceux qui nous écoutent ce soir et qui sont ou commerçants ou agriculteurs. Et il est de l'autre côté resté sur, en effet, des situations acquises pour ce qu'on appelle les régimes spéciaux. Ceux qui y sont, je ne modifierai pas leur régime, mais je fais que pour les plus jeunes qui rentrent dans ces régimes, ben, il faut progressivement qu'on ait un système unique en France. C'est beaucoup plus transparent, mais c'est aussi comme ça qu'on corrige ce qui est une maladie de notre pays, la défiance. Il faut reconstruire de la confiance entre les Françaises et les Français. Et reconstruire la confiance, c'est avoir un système juste, transparent, qui est le même pour tout le monde. Vous avez été ministre de l'économie, vous êtes donc très performant sur les questions économiques, mais peut-être sans doute un peu moins sur les questions de terrorisme et de sécurité. Est-ce que vous n'avez pas un déficit de légitimité? D'ailleurs, vous en parlez beaucoup moins aussi. Mais j'en parle moins parce qu'on m'interroge moins.
J'en parle dans mes déplacements. J'aurai l'occasion de m'exprimer d'ailleurs dans la semaine qui vient sur ce sujet à plusieurs reprises, sur la sécurité du quotidien demain dans un commissariat. Et samedi, je m'exprimerai devant justement des responsables militaires pour en détail présenter justement mon projet sur le plan de la défense. Est-ce que c'est pour ça que vous verriez d'un bon œil finalement le ralliement de Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense? Il se dit que ça se fera dans quelques jours. La légitimité d'un homme ou d'une femme qui aspire à devenir président de la République, elle ne se construit pas à l'aune de ses ralliements, mais à la cohérence et la force de son projet. Et donc, en matière de lutte contre le terrorisme, j'ai un projet qui est très clair. Sur le plan international, en maintenant nos efforts de défense et en allant d'ailleurs vers un investissement de 2% de notre produit intérieur brut sur le sujet, dans une feuille de route diplomatique que je veux extrêmement claire. Une priorité, notre sécurité et la lutte contre le terrorisme djihadiste. La participation aux coalitions actuelles et la volonté partout de maintenir la stabilité des États pour lutter contre ces terroristes. Et ensuite, sur le plan national, des mesures là aussi très claires. Je veux reconstruire le renseignement territorial qui a été déstructuré par les réformes conduites par Nicolas Sarkozy et François Fillon, à tort. Nous avons besoin d'avoir un renseignement au plus près du terrain. Construire une cellule de renseignement national qui permet justement de consolider l'ensemble des données, en particulier des données numériques que nous captons sur justement tous les terroristes ou les possibles terroristes qui sont sur notre territoire. 10 000 policiers et gendarmes seront embauchés sur le quinquennat, avec là aussi une vraie restructuration de ces moyens. Alors, pour appliquer votre programme, si vous êtes élu, il vous faudra une majorité. Et c'est là la grande question qui intéresse non seulement vos militants, mais aussi vos détracteurs. Avec qui allez-vous gouverner si vous gagnez cette élection? Et pourrez-vous même gouverner si vous n'avez pas de majorité? Mais bien sûr, parce que cette majorité, je la construis de manière cohérente. Elle se fera avec qui? Nous la construisons de manière cohérente depuis le premier jour. Si je suis élu au mois de mai prochain, je serai élu sur un projet clair, le projet progressiste. Celui que je construis depuis le 6 avril 2016. Celui qui nous redonne la fierté, la possibilité d'être libre et solidaire. Autour de moi, à la future Assemblée nationale, j'aurai à nommer un Premier ministre et un gouvernement. Ce gouvernement progressiste, ce gouvernement de réforme. Est-ce qu'il ira de Robert Hue à Alain Madelin? Non, parce qu'il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre. C'est aussi une question. Je vous dis non, parce qu'il ne faut pas confondre celles et ceux qui décident ou annoncent qu'ils votent pour et celles et ceux qui ont vocation à gouverner. Il y aura un principe de cohérence. Et donc, la cohérence, ce sont les progressistes de gauche, du centre, de la droite et de la société civile. Et donc, je constituerai un gouvernement de 15 membres, maximum, très ramassés, avec des personnes de la société civile et des personnes du monde politique, venant de la gauche, du centre, de la droite. Et dans la foulée, nous aurons une élection législative. Et cette élection, elle sera marquée 6 semaines après, par le vote réalisé au présidentiel. Et donc elle permettra de constituer une majorité de réformes, qui est celle qui nous permettra justement de voter nos textes de loi. Et cette majorité, elle a un principe simple, celui que j'ai constamment expliqué. Elle sera d'abord fondée sur un principe de renouvellement. Qu'est-ce que ça veut dire? La moitié des parlementaires seront de nouveaux visages. C'est l'engagement que j'ai pris dès le départ. J'en suis le garant. Et c'est d'ailleurs une nécessité compte tenu du non-cumul des mandats qui a été voté. Beaucoup de partis auront ce problème. Donc, premier point, renouvellement. Le deuxième point, un rassemblement cohérent. Il y aura des femmes et des hommes de gauche, du centre, de la droite. Beaucoup sont en train d'arriver, mais avec ce pluralisme, chacun dans son identité politique. Et la troisième chose essentielle que je veux ici dire, ce sera la différence complète et radicale. On ne va pas continuer les mêmes politiques. Ce sera l'alternance véritable. Je crois que nos concitoyens l'attendent. Depuis 30 ans, on assiste à l'alternance entre la droite et la gauche qui balaye tout de manière automatique. Là, ça sera la véritable alternance, celle d'une nouvelle méthode de gouvernement, parce que je vais réunir, pour être efficace, des femmes et des hommes de bon sens qui veulent, dans notre pays, des réformes justes et efficaces. Merci beaucoup. Merci Emmanuel Macron d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.